l'antimatière, le champ péricorporel, c'est pas de la matière, c'est de l'antimatière, on ne peut pas la voir. Est-ce que les gens qui voient des auras, c'est un peu l'interférence entre matière et antimatière? Alors c'est ça, retenir le corps, c'est un radar. Le corps physique, alors il y a 4 formes d'énergie fondamentales: électromagnétique, nucléaire faible, nucléaire fort, pardon, je m'anglaise, ah ben oui, on peut dire la force nucléaire forte, hein, oui, et gravitationnelle. Et il y a une anti-électromagnétique, qu'on appelle Mano-Maya Kosha, qui correspondent aux antiphotons et aux positrons. L'antinucléaire faible correspond aux antiprotons, l'antinucléaire fort ou Ananda Maya aux antineutrons, et l'anti-prana correspond aux antigravitons. C'est intéressant, on y reviendra pour les. Alors voilà un peu un résumé. Donc, alors, au départ, hein, on utilise des pigments. Hein. Quand on amène les pigments, c'est-à-dire le client est étendu sur la table, je tiens une artère au poignet, quand j'explore l'espace péricorporel avec le pigment numéro 16, ben, ça va vibrer là, à droite, mais ça ne va pas vibrer à gauche, ni en avant, ni en arrière. Quand je prends le pigment numéro 55, il fait vibrer l'artère quand je le promène en avant du corps, mais pas à gauche, ni à droite, ni en arrière. Il y a 4 zones de résonance pigmentaire. C'est ça le fondamental. C'est que notre corps est déjà un spectroscope qui décompose l'énergie en ces 4 formes fondamentales. Pas uniquement l'électromagnétique, oui. Et si ça ne vibre pas, exemple dans le 16 avec votre fil 16, c'est donc qu'il y a un problème. Oui, oui, voilà. Ça, c'est la normale. Quand tout est si normal. Ça vibre au 75 avec le 16, ça ne va pas non plus. Oui, ben, oui, c'est ça. Il y a des permutations. Bien souvent, on ne trouve rien. C'est que ça bloque. Ça, au fond, c'est le cadran qui nous permet de voir si c'est témoin. Si c'est témoin. Alors, tous les gens normaux devraient être comme ça. Fait que si lui, il accroche un fil, puis il détecte quelque chose ou pas quelque chose, il va dire, oups, la personne n'est pas balancée centrée. Donc, il y a un débalancement quelque part. Donc, on va le rebalancer parce que, normalement, il est supposé vibrer dans cette zone-là. Il ne vibre pas. Donc, il y a peut-être un trauma, il y a peut-être, je ne sais pas, n'importe quoi, un problème physique ou peut-être un trauma psychique, une émotion, une peur, whatever. Alors, donc, également, alors, l'histoire, comment on en est arrivé, tout ça, c'est connu depuis 85, en 90 à peu près. Il y a un ami qui m'a amené, il me dit, je voudrais que tu vérifies ce que font ces vieilles lettres hébraïques, Aleph, Mem, Shin et Yod. Alors quand je mettais Aleph, ça vibrait là, mais pas là, pas là. Quand la lettre Mem vibrait là, mais pas là, la lettre Shin. Donc il y avait équivalence vibratoire entre des pigments et des vieilles lettres hébraïques. Pour moi, c'était un obstacle épistémologique à franchir, parce que je me dis, pour que ça vibre, il faut que ce soit vivant. Il n'y a que 2 systèmes dynamiques qui peuvent vibrer entre eux. Et jusqu'à ce que je trouve dans un livre que ces idéogrammes, c'est la mémoire du geste. C'est-à-dire l'écriture, quand tu fais un cercle, c'est la mémoire de l'action circulaire. Tout en physique, quand tu fais une courbe c'est une fonction. Donc notre corps va détecter directement la fonction, il va détecter la carte, même si le territoire n'est pas là. Mais ça, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais notre corps, c'est pour ça qu'on est plus intelligent qu'on pense, notre corps détecte des choses que nos sens ne détectent pas. Alors une fois qu'on a vu cette équivalence vibratoire entre les vieilles lettres hébraïques et les pigments, c'est ça qui nous a... Ben, on est passé au chinois, au sanskrit, pour revenir à nos langues, comment on dit? Anciennes. Vernaculaires, c'est ça le terme technique, non? Vernaculaire, ça, oui. Je ne connais pas. Il me semble avoir vu ce terme-là il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire à nos langues habituelles. Alors, électromagnétique, ça, on peut le détecter facilement, avec n'importe quoi. Mais le nucléaire faible, alors comment on faisait autrefois? Le nucléaire faible, c'est le radioactif. En 85, il y avait encore des montres avec des phosphores radioactifs. Donc, le phosphore radioactif, ça vibrait là, mais pas là, pas là. Ça, c'est ce qu'on peut mesurer. L'électromagnétique et le nucléaire faible,
c'est ce qu'on peut mesurer. D'ailleurs, en physique, on dit les électrofaibles, les forces électrofaibles. Mais le gravitationnel, on ne peut pas mesurer, le nucléaire fort non plus. Ouais, on a mesuré avec une petite... on aurait pu mesurer une onde gravitationnelle récemment avec... Enfin, mais c'est des appareils, c'est des interféromètres. Avec, puis bon, il y a une petite interférence. Alors notre corps humain, lui, c'est ça. Il va détecter des choses, hein, que nos sens ne détectent pas. Alors ça, c'est le... J'ai une question là, que j'ai jamais eue avant. Oui. Il faut que je la pose. Est-ce qu'il y a une relation entre Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, je suis d'accord. Oui. Yod, Shin et Mem sont où? Le Mem, c'est pour le M, j'imagine? Mem, c'est le même. OK, mais le Shin, c'est la lettre S? Non, non, Shin, c'est la chose. C'est laquelle? Combienième? Il y en a 26 comme en français. Oui, non, non, oublie... Oui, mais juste savoir, juste pour moi, la Chine, c'est-tu la 13e, la 22e? Non, c'est la combienième? C'est pour la 9e, 10e. 9e, Bon, 10e? Puis Yod, c'est-tu à la fin, ça? Non. Le Yod, c'est où dans l'alphabet? C'est la première des dizaines. Yod? Oui. Donc, ça serait comme Parce 1, que moi, 9, j'ai 10. fait Aleph Yod Kof. Oui. Parce qu'il y a un niveau, enfin, donc ça m'a obligé à aller chez le... À regarder un peu cette histoire-là, mais de... oublie, tu étais pris par le numérique. Non, je sais, mais j'essaie de voir s'il y a une relation, c'est mon esprit qui regarde. Oui. Ah, moi aussi, je vois tout le temps vers les numéros, je ne sais pas pourquoi, là, mais... C'est le numérique. Alors, alors c'est ça qui nous a permis, une fois qu'on a eu cette équivalence, ben, j'ai trouvé de Pranamaya écrit en sanskrit. Ça représente quoi en des mots plus simples pour le pranayama? Ça serait niveau énergétique, tu sais, pour qu'on puisse... Alors, Pranamaya, ça fait partie de l'antimatière. L'antimatière, OK. Alors, Pranamaya, ben, c'est comme ça, c'est grâce avec Prana qu'on a pu dire quand je file Pranamaya, oui. Ça vibre là, mais pas là, pas là. Manomaya, il vibre là, mais pas là, pas là. Et Vijna plus haut, et l'Ananda vibre... C'est la position normale. Okay. Alors, ce qui est intéressant également, c'est qu'ils correspondent gravitationnels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que durant la grossesse pour les femmes, quand une grossesse va bien, le pranamaya, il y a une couche énorme. Parce que là, il est gravité, mais là, c'est dur, une grossesse. Mécaniquement, c'est impossible. Mais il y a le pranamaya, il y a l'antigravité, qui fait que plusieurs personnes m'ont dit qu'elles seraient restées enceintes toute leur vie, tellement elles se sentaient comme des lutteurs de sumo. Ces gros japonais qui sont énormes, mais qui font des acrobaties. Alors ça correspond à l'ego et ça à l'alter ego. Oui, donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Ego, ça correspond à la matière, l'alter ego, à l'antimatière. Cosmos, hein, cosmos, c'est la matière. Cosmos, le mot grec qui veut dire peigner, bien en or. Les cosmétiques, c'est quand tu es bien peigné. Et chaos, hein, c'est comme gaz. C'est le mot qui a donné le mot gaz. Le mot gaz, il y a du terme chaos, qu'un chimiste hollandais du XVIe siècle, là. Les gaz, c'est pas un gaz, c'est diffus, c'est désordonné. Hein. Donc, alors, lui, l'alter ego correspond à l'antimatière. La cosmos matière, ça correspond. On est en résonance avec le planétaire et avec le galactique. Donc, alors au point de vue, je ramène pour revenir à des choses plus terre à terre, le système limbique émotionnel, c'est l'ego. Le néocortical, surtout le préfrontal, correspond à ce tableau-là. Donc, beaucoup de clients, l'intérêt, c'est que souvent, l'ego et l'alter ego, le limbique et le néocortical communiquent mal. Oui. Quand vous parlez de vibration et de fréquence, est-ce qu'on peut parler d'oscillation aussi? Oui. Parce que nous, on traite avec une machine avec la théorie de Tesla et Lakhovsky. Oui. Et ce qu'on a vu avec les traitements, c'est justement ça. On voit non seulement le rebalancement des cellules, mais après un certain temps, après quelques traitements, on voit un changement, surtout limbique. Les gens changent de personnalité, l'anxiété part et tout ça. Est-ce que c'est possible? Oui, oscillation, c'était le terme que Lakhovsky employait, je pense, oui.
un oscillateur. Oui, non, oui, notre corps, c'est un oscillateur harmonique, ça c'est un terme. Ça va pour ça. Alors, photo-hélo, pour bien comprendre ce que c'est que le hologramme. Dans une photo, si on coupe la photo en 4, chaque partie ne représente qu'une partie. Alors que dans l'hologramme, si on brise la plaque holographique en 4 et qu'on réillumine chaque partie va reproduire le tout. Sauf si on la brise en plusieurs morceaux, ça s'atténue, enfin. Donc, c'est ça, un hologramme, ça veut dire qu'une partie contient l'information du tout, comme l'oreille, hein, qui est une partie du corps, elle contient l'information de tout le corps. Alors, comment on en est arrivé là? C'est l'Einstein. Einstein a copié beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup, on est en train de le défrauder actuellement. Donc, il a fait des choses intéressantes, mais en fait, il a retardé également la découverte de l'antimatière, etc. Il y a beaucoup de... Enfin, donc, non, je l'appelle Moïse, parce que Moïse, c'est Nogier qui était l'inventeur de l'auriculothérapie, qui a eu les réflexothérapies auriculaires, qu'il appelait somatoscopie, c'est-à-dire un point d'oreille correspondait à un organe. Ensuite, il a découvert l'auriculomédecine. C'est lui qui a découvert cette histoire de résonance entre les deux filtres Kodak et le système vasculaire. Alors, on appelait ça le système vasculaire autonome. Et donc, Nogier est venu ici, on a travaillé avec lui de 80 à 83. Et puis après, on a avec... Alors, ce qu'il a dit, il était vraiment génial. C'est lui qui a vu la résonance spécifique des tissus embryonnaires. Et micro-information, on va y revenir. Alors, c'est lui qui a l'origine de tas de choses en homéopathie. Donc, mais on utilise le système vasculaire, mais c'est tellement sensible qu'on peut lui faire dire n'importe quoi. C'est un Européen, lui, ou Oui, il était médecin à Lyon, il était physiatre, il avait une bonne formation en acupuncture, et il a découvert ce phénomène de résonance entre les pigments. Il avait un petit filtre Kodak, comme ça, qui se trouvait sur son bureau, qui tenait le pouls d'une cliente. Il s'amuse à l'amener, puis il a vu, tiens, qu'il y avait une réaction. C'est ça qui a été dans les années 70. En quelle année, ça? 70. Dans les années 70. Alors, c'est ça la découverte de Nogier également. Donc, dans son bureau, dans la même semaine, il avait vu deux personnes, une qui avait été cautérisée ici, puis une autre qui avait été cautérisée là. Et puis, ça l'intriguait. Bon, il est allé voir, c'est une personne qui faisait ça dans le quartier. Son grand-père avait été consul ou ambassadeur en Perse, puis il avait ramené ça. Donc il a fouillé, mais c'était une technique qui était utilisée en Europe autrefois. Il a fouillé dans les livres, puis au XVe siècle, XVIe siècle, ça se faisait. Donc, dans son demi-sommeil, il a eu l'idée de superposer l'image du fœtus avec l'image de l'oreille. Donc, c'est ça qui a permis de localiser, de faire les somatotopies, parce que celle qui avait été, elle avait été cautérisée là, donc ça correspondait au cou, et celle qui avait été cautérisée à ce niveau-là, c'était au niveau de la hanche. Alors là, j'ai rajouté le schéma de l'embryon à 3 semaines au niveau de la gastrula, peut-être on va y revenir. Alors c'est ça, ce qui était génial de Nogier, ça sa première phase, c'est qu'il a vu, au départ, c'était le fait de mettre un fil près du corps, ça permettrait de voir cette somatotopie, cette cartographie, c'est-à-dire que là, le vert, ça correspondait à l'ectoderme, le rouge au mésoderme et le bleu au mésoderme. Mais s'il mettait un autre filtre, le vert 58, je pense, c'était plus la même disposition. Ce qui était ectoderme avait pris la place du mésoderme, ce qui était endoderme avait pris la place de l'endoderme, et ce qui était endoderme avait pris la place de... Ectoderme. Oui.
Et encore une troisième phase, hein, avec un autre... C'est génial. Donc également, il y avait une permutation des zones réflexes. Maintenant, c'est Et facile. pourquoi toi, tu ne prends plus ces mêmes filtres-là? Parce que tu Non. veux savoir le rouge, Non, le vert, c'est et le- d'auriculomédecine. On a... OK, ça n'a rien à voir avec toi, ça, c'est C'est comme une la étape, base. c'est une étape, mais... Donc, maintenant, c'est comme une oreille. Une oreille, c'est comme un oscilloscope. Hein? Un oscilloscope, c'est l'écran de télévision. C'est un oscilloscope. Donc, les mêmes pixels, selon que tu es sur Radio-Québec, Radio-Canada ou TVA, tu vas avoir des programmes différents. Donc, l'oreille, hein, elle est capable d'exprimer des tas de choses différentes. Alors, c'est bien qu'un point dans réflexothérapie, un point égale un organe, mais là, un point, parce qu'il a trouvé également une quatrième phase. La permutation, c'était une permutation de quoi, tu as dit? Des zones réflexes. OK, des ondes Ça, c'est le fait. Alors, les trois zones réflexes principales, ectoderme, endoderme, mésoderme. Alors, c'est ça, les résonances tissulaires. Alors, ça, c'est le schéma de ce qu'on appelle la gastrula. Ça vous dit quelque chose, gastrula, dans l'embryologie, c'est loin. Moi, ça me met juste le gastro. Ben oui. C'est l'embryon quand il a 3 semaines. À 3 semaines, il y a déjà les 3 couches. Alors j'ai mis en jaune l'ectoderme qui donne le système nerveux. L'ectoderme, système nerveux, la peau, les sens, mitochondrie. Donc alors l'ectoderme. Ensuite, l'endoderme qui est en rouge, qui donne l'endoderme, ça donne le tube digestif, les poumons. Hein? Il y a beaucoup de choses là-dedans. De toute façon, vous pouvez les retrouver, je pense, sur mes différentes conférences, sur mon site web. Je vous ai fait une ratatouille là, pour... En résumé, l'endoderme, c'est nucléaire faible, et ça, c'est à l'intérieur. Alors, c'est après qu'on a trouvé les équivalences. Oui, c'est ça. J'ai une question linéaire 2D dans ma tête, Oui, parce que oui. des fois, je ne suis pas intelligent. Moi, Moi, je me dis, il y a- c'est marqué mésoderme intra, puis mésoderme extra. Oui. Il n'y aurait pas de relation à ça entre les forces nucléaires faibles et les forces nucléaires fortes, mais non, parce que ça ne matche pas, là, tu comprends-tu? Tu as ectoderme, endoderme, puis tu as 2 mésodermes. Fait que moi, les 2 mésodermes, je me dis, pourquoi est-ce que ça ne marche pas de l'autre bord avec électromagnétisme gravitationnel, puis nucléaire fort et faible, qui devrait être avec les 2 mésodermes, mais le nucléaire fort est avec le mésoderme intra, et le nucléaire faible est avec l'endoderme et non pas avec le mésoderme extra. Ça, c'est ma question. Est-ce que ça fait du sens, une question de même? Oui. Parce que moi, j'essaie d'analyser, je dis, c'est comme si je fais des appareillements, je dis, oups, eux autres, ça aurait dû être ça, mais c'est de même. Pourquoi? On va voir, tu auras peut-être la réponse après. OK. Alors, le mésoderme, il y a un mésoderme intra-embryonnaire qui Ouais. donne le cœur, le tube. Déjà à 3 semaines, il y a un petit tube cardiaque, il y a un petit, comme un petit cœur en miniature. À 3 semaines de la vie intra-utérine, il y a déjà un petit cœur avec son propre rythme. Mais le mésoderme intra-embryonnaire, il est en contact avec le cordon ombilical, avec le placental, chorion, la poche des os, où il reçoit les informations de la mère. C'est pour ça que notre système vasculaire, qui est le mésoderme intra-embryonnaire, il va résonner avec nos problèmes intérieurs, mais il va entrer en résonance avec l'univers extérieur. C'est ça qui permet que qu'on puisse détecter de la matière et de l'antimatière, qu'on n'est pas limité à notre propre corps, hein, que notre système vasculaire est un résonateur qui peut capter des choses que le système nerveux ne capte pas. Si toi, le système nerveux, il est local, hein, alors que le système vasculaire, il est à la fois local et non local. Parce qu'il reçoit il y a les informations du fœtus, puis il y a les informations de l'univers maternel. Oui, Donc, maternel. Il y a l'univers, mais maternel, parce qu'il est connecté avec la mère. Donc, il y a le sien, puis il y a l'autre, parce que Oui, les deux oui, sont il dans y a les cette informations. C'est comme nous, qui est en connexion avec l'information qu'on reçoit, on est en connexion avec. Même affaire. C'est la même Ou bien principe. la mère qui est serait- avec la fille ou le fils, comme C'est ça. la personne est avec l'univers. Ouais, C'est le même ordre de grandeur. ouais. C'est ça, cette notion d'hologramme. Ça va loin. Bon, c'est des logiques. Alors, les problèmes, l'ectoderme, c'est la logique de non-contradiction. Ce qui est objectif, c'est non-dualité,
c'est la vieille logique d'Aristote qui marche toujours. Hein. Mais l'endoderme, lui, correspond à la logique quantique. Ça, Luc Pascoe, c'est également un physicien qui a travaillé beaucoup. Alors, c'est la logique de contradiction. C'est-à-dire, comme pour la logique de non-contradiction, ben, c'est soit corpuscule ou ondulatoire. Avec la logique de contradiction, logique quantique, c'est à la fois corpuscule et ondulatoire. Et là, à Béliot, c'est la logique de double contradiction croisée subquantique. C'est-à-dire qu'on passe du sémiotique au sémantique. Alors voilà les deux avec André Segondy et Claude Pirot, qui étaient lui médecin à Montpellier, lui médecin à Perpignan, qui étaient des collaborateurs de Nogier, qui ont développé, c'est-à-dire en auriculomédecine, on avait un point correspondait à une artère au poignet, un canal. Holo-énergétique, alors depuis eux, on utilise cubitus, la cubitale, radius radial, et puis trois artères à chaque poignet. Chaque artère correspond à une chose différente. On est passé du pouls transversal au signal vasculaire longitudinal. Trois artères. Avec le pouce, non pas avec les Avec le pouce, c'est pas avec les doigts. Hein. C'est pas une pression, c'est une tension. Alors ça c'est un résumé. On étudie avec les filtres, les mesures, ça avec les artères, et puis l'oreille est le moyen de lecture. Claude Pirot, il n'était pas maniaque. Hein? Parce que, d'où le mot pyromaniaque. Oui, c'est fait. Oui, il a brûlé tout le monde. Il s'est brûlé. Alors, voilà. Donc, hologramme spatial, c'est l'équivalent de catalyse temporelle. La catalyse, c'est Pribram qui a eu l'idée de voir qu'un hologramme, c'était l'équivalent d'une catalyse. Une catalyse, c'est la synthèse rapide. Qu'est-ce qu'elle fait, la catalyse? Elle prend des parties pour en faire un tout. Donc, c'est au point de vue dynamique, c'est l'équivalent d'un hologramme, où chaque partie fait partie d'un tout. Tandis que la catalyse, au fond, c'est reconstituer un hologramme. C'est prendre des parties pour en faire un tout. Ça va? Capiché? Avez-vous un exemple? Avez-vous un exemple? Bon, alors les pigments analyseurs, ils font la transformée de Fourier qui fait la couleur, qui décompose l'analogique, le tout en numérique. Ah bon, c'est ce que je viens de dire. Un catalyseur, il fait la transformée inverse, il fait une synthèse. Il recompose le tout à partir des parties. Ça va, c'est plus clair? Un catalyseur, il y a la notion de tout, de partie et de tout. Donc, l'homme est un pigment. Ça, c'est Christopher Hill qui l'a dit la première fois dans un livre en 1970. Où il faisait une étude sur les chakras et les couleurs. Quoi. Donc, il avait cette phrase là, qui m'avait allumé, que l'homme est un pigment. Alors, analyse le prisme, il décompose comme on a vu, il y avait quatre dynamismes matière, 4 couches antimatière, c'est un spectrogramme catalyse, conjugaison de phase, parce que le programme pour les physiciens, matière et antimatière, ils s'annihilent pour former un rayonnement gamma. C'est ce qu'on utilise en imagerie médicale, pour voir une tumeur cérébrale, son métabolisme. On sait qu'elles aiment bien le sucre. Alors on va marquer du sucre avec un produit radioactif qui contient des positrons. Un électron, c'est de la matière, le positron, c'est de l'antimatière. Donc un électron et un positron ensemble, ça forme un rayonnement gamma qui est étudié avec une caméra gamma. C'est un système d'imagerie médicale qu'on trouve dans les grands hôpitaux. Mais le corps humain, lui, c'est pas... Parce qu'ils sont en opposition de phase. Mais le vivant, c'est la conjugaison de phase. C'est-à-dire que matière et antimatière forment un tout. Alors ça, les physiciens, de toute façon, quand on leur parlait d'antimatière, il y a 10 ans,
Tu ne C'est peux pas en parler. Sauf si tu étais doyen, si tu avais quitté l'université, et puis tu pouvais dire ce que tu voulais. Exact. Donc, voilà. Alors, un peu un rappel, là, c'est des ondes de pression sinusoïdale. Sinus, hein, c'est là que ça se passe, c'est une pulsation. Alors que nous, ce qu'on étudie, c'est des ondes post-sinusoïdales. C'est un axe temps, c'est l'intensité. C'est binaire, c'est tout ou rien. Alors que le pouls, il est très... On peut l'analyser, sa rapidité, sa fréquence, sa régularité. Également le pouls chinois, selon les pressions artère-cubitale, radiale ou superficielle, pouls moyen. Donc, le pouls chinois, c'est parce que moi, je connais plus le pouls ayurvédique, mais le pouls chinois, c'est... il y en a 3? Là, alors, avec 3 doigts, oui. Sur la cubitale, sur la radiale, OK. Selon un pouls superficiel, moyen, et selon le doigt, quelques... OK. Ça ressemble un peu au pouls ayurvédique, Je c'est ne 3 sais aussi. pas, je ne connais pas de pouls ayurvédique. OK, ça ressemble un peu. D'accord. Mais c'est une pression. Oui. Donc, quelqu'un qui a l'expertise, il peut faire un diagnostic selon le degré d'excès ou d'insuffisance énergétique au niveau de tel ou tel méridien. Alors voilà, ce réseau cardiovasculaire mésodermique, c'est un résonateur macrotubulaire, amplificateur des vibrations microtubulaires. Dans les cellules, il y a ce qu'on appelait les cytosquelettes, les microtubules. Les microtubules, autrefois c'était le cytosquelette, mais on s'est aperçu que c'était à la fois le système vasculaire et le système nerveux de la cellule. Donc ma connexion avec le groupe de Tucson, c'est parce que moi j'avais mis l'hypothèse que les artères étaient des guides d'ondes. Une artère, et Aberhoff à Tucson parlait des microtubules comme guides d'ondes. Ah ben oui, c'est ça. C'est donc, c'est là, il y a une vingtaine d'années, je travaillais avec le groupe de Tucson pour... c'est ça qui m'a amené de la chirurgie vasculaire beaucoup à ce problème de conscience. Alors, multiplexage, c'est-à-dire qu'une artère, ça peut y avoir des pistes audio, des phonons et des pistes vidéo. Alors, tiens, voilà pour la réponse. L'oscillateur harmonique. Hein? Espace de Riemann, manifold, ça vous dit quelque chose? Bon, enfin, c'est ça, un manifold, c'est un connecteur, distributeur entre tous les niveaux de réalité, c'est-à-dire entre le quantique, le subquantique et le métaquantique. Autrement dit, le système vasculaire lui résonne à la fois aux ondes matière et antimatière. Juste un instant, on revient, non? Riemann, lui, il fait quoi là? Riemann, c'est un physicien, un mathématicien du 19e siècle, 1850, qui a parlé de cette géographie, passé de la géographie euclidienne à la géographie complexe. Comme un manifold, on peut le présenter comme c'est des rampes d'escalier dans les garages, là, une rampe de garage, une structure en colimaçon. C'est-à-dire que c'est la géométrie des structures complexes, des vortex, etc. Avec la courbure de l'espace. Notre petit Einstein, il a copié Riemann. Einstein, il avait les informations, l'imagination, mais il était nul en mathématiques. C'est Minkowski qui l'a développé, qui a établi toute sa structure mathématique. Et donc il a été aidé. Bon, mais il a copié des tas de choses, Einstein. C'est Lorentz, c'est Poincaré qui avait développé toutes ces équations, mais lui les a simplifiées. Donc, parce qu'il y avait, selon les autres, il y avait de la matière et de l'antimatière, donc ça ne se pouvait pas. Alors, il est arrivé avec son équation E égale MC2, mais il a amputé la réalité. Qui est Einstein, avec de la matière et de l'antimatière. Oui, parce que pour lui, c'est juste de la matière. Oui, oui. Dans le fond, c'est matière plus antimatière qui égale quelque chose d'autre. Oui, oui. Mais il n'y a pas quand on parle du boson de Higgs, il n'y a pas au lieu de 1 égale MC carré, c'est 1 égale MC carré moins 1 sur radical, quelque chose. Oui. Tu l'as sur cette affaire-là, hein? Oui, Tu me l'enverras, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a donné l'autre jour. J'ai perdu mon graphique, puis c'était par rapport au boson de Higgs. Puis on parlait de l'antimatière, justement. Alors c'est ça, c'était mon bureau, c'est les cadres pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. C'est les filtres, les pigments
comme vous n'étiez pas là tout à l'heure, tous les deux gars, OK? Tout à l'heure, quand moi j'étais arrivé 10 minutes en retard, mais vous êtes arrivé plus tard que moi, c'est parfait. Fait que lui, il a déjà pris, exemple Gérard, puis il a couché, puis il a donné une démonstration aux autres de comment est-ce qu'il fait pour traiter les gens avec les fils qui approchent proche de l'oreille. Ça ressemble à un mouvement quasiment de violon, là, où un gars qui fait de l'encensoir à l'église, là, puis il fait ça de même, puis le corps est pas, puis lui, il détecte les affaires. Puis avec le corps, il peut parler directement en bypassant lui au niveau conscient. Puis il établit une espèce de dialogue entre le corps et lui pour lui setter le corps, un peu comme votre oscilloscope de Latkovski fait. L'autre, c'est mécanique, puis lui, c'est... différent. Ouais, vous, c'est électronique, puis lui, c'est au niveau des champs vibratoires. C'est Avec différent. Yann Mournet qui fait du plein potentiel. S'il y a une panne d'électricité, Quand lui, tu peut te voyais traiter, la toi, tu ne peux pas te personne, traiter. Oui, je peux, j'ai un backup, j'ai un générateur. OK. Je trouve toujours la brèche. Oui. Tu ne sens pas la brèche, je vais te trouver. Bon, c'est là de la mélodie. Ah oui. Bon, ok. De la mélodie linéaire à la symphonie non linéaire. Alors ça résume beaucoup de choses. Ça, c'est le modèle d'Abellio, hein, qui m'a, avec les 4 pôles, un axe vertical et un C'est avec Louise, je vais aller la voir. Donc, c'est ça qui m'a permis de passer du linéaire au non linéaire. Et puis également l'homologie entre le gros tableau du I Ching et la structure d'Abellio. Alors c'est là, c'est un peu un résumé. Le plan équatorial, c'est le niveau quantique ou énergétique, c'est tous des termes. Alors c'est le plan de matière et antimatière. Alors, bon, quantique, subquantique, métaquantique. Alors sémiotique, ontique, sémantique, ontologique, c'est des termes. Parce qu'on me posait tout à l'heure la question, finalement, les gens viennent parce qu'il y a un problème d'être. On disait, ils veulent un mieux-être, un bien-être, mais ils n'acceptent pas d'être. Au fond, cette méthode, ça te permet d'accepter d'être ce que tu es. Mais là, au fond, ça accepter d'être des voitures et pas des hélicoptères. Parce que beaucoup de gens se prennent pour des hélicoptères alors qu'ils sont des voitures. Les fibromyalgies, les scléroses en plaques, c'est ça, c'est les gens qui volent, mais qui n'ont pas d'ailes, qui prennent leurs bras pour des ailes. Ah ouais. Donc, le corps, il dit erreur d'existence. Ah oui? Et ça, Ah ouais. Une corrélation aussi directe que ça. Ah oui, même ça va jusqu'à l'infarctus. Est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus? Ouais, vous traitez ça, les gens qui sont... Oui, c'est une grosse... Oui, j'en... Vous les aidez beaucoup? Pardon? Vous les aidez? Moi, je leur permets de se traiter. Je ne fais que déclencher un travail. C'est pour ça que ce n'est pas une thérapeutique. Comme je dis, un thérapeute, tu imposes un programme en vue d'un résultat. Tandis que là, il faut surtout accepter de ne rien imposer, parce que notre cerveau, il impose. Et le client, il est là, il te fait confiance, il va te dire oui si tu... Tandis que, comme je disais, dans cette méthode, il faut être des grands sceptiques. Toujours se mettre en doute. Quand on prend telle mesure, être sûr. Par exemple, la question, si j'avais le 16 à droite, il faut que je vérifie s'il n'est pas à gauche, pas en avant, en arrière. S'il y a une vibration qui est là, il faut que je vérifie qu'elle n'est pas là non plus. Pour être sûr que c'est ce que le corps veut exprimer, pas moi ce que j'attends, parce qu'on a tous des préjugés, hein, des lectures, notre expérience, hein, on va trouver ça. Puis tout d'un coup, le corps il dit non, c'est pas ça. Pour ça, je dis, ça développe l'humilité. Donc, vous aidez la personne à déclencher un processus de guérison? Voilà, c'est ça. C'est comme, disons, je m'appelle Jean Rat, puis mon oncle paternel, qui était chirurgien aussi, s'appelait Jean Rat, qui était chirurgien. Et je me rappelle quand il avait dans son bureau, il appelle le caducée des premiers chirurgiens, parce que les chirurgiens, c'était pas les plombiers, les barbiers, hein, à force d'amputer. Et c'est uniquement en 1500, sous François Ier, que les barbiers sont devenus chirurgiens. Et puis il avait ce caducé avec une parole de Ambroise Paré, le premier chirurgien officiel. Je le pensais, en vieux français, Dieu le guérit.
C'est-à-dire, j'ai fait mon pansement, mais c'est Dieu qui... Alors, ça m'avait impressionné. Ouais, Donc, vrai nous, on fait que la même chose. On ne fait que déclencher un travail. Puis les gens, par la suite, ils continuent avec la même méthode ou ils font autre chose pour continuer Alors, en général, donc, ça va te permettre d'être centré. OK. Quand tu es centré, c'est pour ça, ma question, quand quelqu'un arrive, je dis, qu'est-ce que vous faites comme travail? Si je vous dis, qu'est-ce que vous faites comme travail, qu'est-ce que vous allez me répondre? Assis à un bureau toute la journée. Bon, c'est un décret. En plus gros. Je n'ai pas dit je suis. Non, pas souvent. Je dis, qu'est-ce que vous faites comme travail? Puis les gens vont me dire, je suis secrétaire, avocat. On est Ah, tellement de j'ai bien choses. médecin. On est tellement de choses. Oui, oui. Moi, je suis plusieurs choses. C'est toujours Bon, ça que je dis. mais après, tu n'es plus... Hein, c'est-à-dire, il y a la personne, il y a l'acteur, puis il y a le personnage, le rôle. Exact. Donc après, tu vas dire, moi, Nathalie, je joue tel rôle. Tu ne vas pas dire, je suis tel rôle. Effectivement, à 100%. Donc c'est ça le problème qu'on voit, c'est le personnage qui étouffe la personne. C'est-à-dire où les gens sont mis à un logiciel d'hélicoptère alors qu'ils sont des voitures. Hein? Où ils pensent avoir des ailes, puis ils prennent les ailes pour des bras, ils prennent les bras pour des ailes. Donc c'est ça la fibromyalgie au départ. Donc dans la mesure où les gens acceptent d'avoir des bras et pas des ailes, la fibromyalgie, il peut avoir 80% de réussite. Mais nous, on ne fait que déclencher un travail. Mais j'essaie de comprendre la fibromyalgie comme si ils prennent leur bras pour des ailes, mais c'est quoi la cause? Ben parce qu'ils sont un conflit de personnalité. Ah, il peut y avoir, conflit entre la personnalité et la personne. Puis là, ça crée des blocages. Puis là, Oui, parce que le corps dit, je ne suis pas une voiture, je ne suis pas un hélicoptère, je suis une voiture. Je ne suis pas un papillon, je suis une chenille. Fait que ça vient de... C'est le corps, c'est un mécanisme de compensation, je dirais, c'est le corps qui freine, qui dit erreur de programme. Hein, je suis une voiture, je ne suis pas un hélicoptère. Donc, oui, ça va jusqu'à l'infarctus. Là, puis après, bon, tu arrêtes de te prendre pour un hélicoptère. Donc, la cause d'un désordre, c'est un conflit. Oui, c'est un Oui. conflit, une erreur, un conflit entre la personne, le personnage, entre l'acteur et le rôle. C'est l'amour envers nous-mêmes. C'est l'acteur qui dit, attention, ce rôle, je ne suis pas ce rôle. Ah bon, stress... Qu'est-ce qu'il y avait avant? Bon, vous marchez. Ah bon, il y avait ça. Figuration, formation, subsensation, c'est ça, ces trois niveaux. Le métaquantique, on va dire, c'est le 1. Les philosophes emploient ce terme de énologie, hein, le 1. Là, il y a une énologie, ontologie et ontique, c'est ce qu'on est là, en chimie. Parce qu'on confond souvent formation et figuration. La figuration, c'est le plan quantique, c'est des figures. Comme je dis, il y a un bonhomme de neige. Là, le bonhomme de neige, quand il meurt, il devient une flaque d'eau. C'est toujours la même matière, mais il n'y a plus de figure, il y a une flaque d'eau. Et la flaque d'eau doit devenir de la vapeur d'eau. Ça, je le vois pour les gens qui, quand on meurt, hein, on est un bonhomme de neige, on devient une flaque d'eau, puis on doit devenir de la vapeur d'eau. Et notre code part, même si on est vapeur. Alors, ça permet de voir que beaucoup de personnes, parce qu'on demande des gens qu'est-ce qu'ils sont, dans quel état, alors ils peuvent rester flaques d'eau pendant longtemps. Ah non, peut-être pas là. Non, c'est un autre colloque où les gens, quelqu'un qui meurt sans le savoir. Un choc. Oui, ou tu meurs, tu ne sais rapide. pas que tu es mort. C'est ça. Donc tu meurs physiquement, mais tout ton champ péricorporel est là. Donc tu es comme une formation, mais tu n'as plus de figure, tu es une flaque d'eau. Et puis... Qu'est-ce qu'il dit dans ce temps-là quand il meurt, le gars? Hein? Il dit « j'avapeur ». Et puis après j'ai vapeur. Donc, parce que vapeur d'eau, c'est ça, alors avec la vapeur d'eau, et ça donne une idée pour beaucoup de gens posent sur la réincarnation. Alors je dis, oui,
quand tu meurs, bon, tu deviens une flaque d'eau, une vapeur d'eau. La vapeur d'eau va donner d'autres flocons de neige avec lesquels on va faire d'autres bonhommes de neige. Mais on n'est jamais le même bonhomme de neige. Nous-mêmes, on est fait de milliards de mémoires de bonhommes de neige qui nous ont précédés. C'est parfois qu'on lit des choses. Quand vous parlez de bonhomme de neige ou de flaque d'eau, c'est que vous parlez du corps physique ou vous parlez de l'âme? Vous parlez de L'âme, c'est quoi l'âme? Parce que, oui, c'est le problème. Ah, oui, je parle. On parle de vapeur, on parle le corps de physique, l'âme, parce que l'âme, ça vient de anima. Parce qu'on confond souvent avec cette méthode, on voit que l'âme, c'est l'anima, ça vient du mot latin anima, ce qui nous anime, c'est l'ego. On confond l'âme et l'esprit. Hein? Donc l'esprit, oui, lui, il est vapeur d'eau. Hein? L'esprit, l'âme et l'ego, il est limité. L'esprit, c'est déjà plus l'alter ego là, qui est diffus. Donc je vois ça, oui, j'ai vu des... Si vous retenez quelqu'un qui est décédé dans votre famille, où j'ai vu souvent des madames qui ont tenu la main de leur père, qui l'ont accompagné dans la mort, mais les vibrations du père sont restées accrochées. Donc elles ont tué. Les bébés aussi. Hein? Les bébés. Comment ça? Les bébés, les femmes qui tiennent leur bébé quand il est mort, ils ne veulent pas qu'il parte. Ah oui, parce que le bébé, alors j'en vois des bébés, parce que jusqu'à 2 ans, je dis, quand la maman tient le bébé, ça forme qu'un seul champ. Parce que la plus jeune cliente, elle avait 3 semaines. Elle était née avec le cordon ombilical autour du cou. Et donc la maman tient le bébé, puis ça forme qu'un seul champ. Donc je prends les mesures sur l'artère de la maman. Et puis, donc au bout de 10 minutes, il y a la gamine de 3 semaines qui se met un gros cri. Elle n'avait pas fait son cri primal. Elle était née avec un cordon autour du cou. Ouais, c'était impressionnant. Elle a 10 ans maintenant, mais elle a mauvais caractère. La maman avait un caractère assez... Mais le bébé n'a pas de corps émotionnel ni mental. Il a que... Je ne sais pas si on verra ça plus tard. Enfin, bon, alors à quoi ça correspond pour ramener tout ça aux équivalences de base? Bon, le Shin, qui est l'électromagnétique, ça correspond au temps local. Je peux avoir tes réponses, Michel. Le Aleph correspond au temps non local. Le même, l'endoderme, correspond à l'espace local. Le Yod, l'espace non local. Alors ces deux-là, on peut les mesurer, mais celles-là, on ne peut pas les mesurer. Elles sont non... Alors il y a des histoires d'ondes avancées. Elles sont avancées, c'est-à-dire qu'elles sont tellement rapides qu'elles ne bougent pas. Hein? Il n'y a plus de vitesse. La vitesse est un phénomène local. Tu parles de Aleph et de Chine, tu parles de quoi? Non, alors, le Shin, le Aleph et le Shin, oui. Non, je sais pas. Ça correspond à l'énergie cinétique. Là, ça correspond à l'adrénaline, et puis là, la sérotonine, c'est l'énergie cinétique, ce qui est temps. Et là, c'est l'espace, c'est le parasympathique, acétylcholine et dopamine. Dans le Aleph et le Yod? Alors, Aleph, Yod également, ben eux, ils sont... Mais vous avez déjà pensé à prendre des filtres, de faire des synergies de filtres? Ah ben oui, mais alors, ça correspond au carbone, puis ça à l'azote. C'est ça. Et si vous faites des synergies... Mais le radical CN, c'est quoi? Cyanure. OK. Cyanure, il y a le C et le N dans cyanure, donc c'est le carbone et l'azote. C'est quand c'est deux... Non, je ne sais pas, je ne l'ai pas je l'ai dans une autre présentation. Souvent, ces deux-là peuvent se mêler, ils peuvent se permuter entre elles. C'est-à-dire que... Alors lui, c'est l'oxygène, et puis ça, c'est l'hydrogène. OH, N. Alors, voilà. Donc comme eux, oui, c'est vrai, comme avec le carbone, il y en a quadrivalent. Lui peut se combiner à 4 atomes, comme l'azote C'est également. pour ça que je vous dis, si vous prenez des filtres et vous les conjuguez, oui. vous travaillez avec, ça va donner oui, peut-être oui, des si réponses je que vous prends n'avez pas trouvées. NH4, oui, oui, ça va me... Ton affaire d'acétylcholine, vous-tu répéter, là, puis sérotonine? Je ne sais pas si on va peut-être le revoir. Tu veux juste dire que l'acétylcholine, est-ce qu'il est avec la sérotonine? Non.
Ça, c'est adrénaline. Aleph, c'est le temps non local, c'est l'énergie Adrénaline. Ok, on va voir ça. non locale qui donne l'impulsion au temps local. Ça, c'est le Shin, c'est l'électromagnétique. Ça, on peut le mesurer. Est-ce que vous pouvez reculer encore d'une diapo? Ça ici, votre truc à côté à gauche, là. Si vous prenez des filtres et vous les mettez ensemble, ça va s'activer. C'est que là, vous le voyez en 2D, mais si vous prenez des filtres et vous les mettez ensemble, ça va devenir comme en mouvement. Attends, je comprends, mais... OK. Ça, vous voyez le 2D, le 3D, arrêtez. Oui, donc ça, Mais c'est fixe. C'est arrêté dans le temps. Si vous prenez des filtres, vous faites Comme des verres polarisés pour voir 3D. Superposition. Non, superposition de filtres, ça peut devenir totalement inverse ou ça peut se mettre à bouger. Oui, ça peut devenir vente de mieux. Exact. Ce que tu appelles le Möbius en passant dans ton Yiking, c'est l'alphabet chinois. L'alphabet chinois, en haut, tu as 6 barres qui sont pleines. En bas, tu as 6 barres qui ont des trous dedans. C'est que si mélange les Si tu les prends, tu fais comme un bang que tu twists, puis ça va devenir en 3D. Ça ne sera pas en 2D comme ça, parce que l'affaire est en 3D comme ça, tu as raison. C'est que si tu mélanges les filtres, tout l'alphabet chinois autour devient partie intégrale de ce que tu vois. Oui, puis ça va l'air d'un bang, un twist en 3D. Non, mais ça va tu sais, devenir ça. les clowns qui font des girafes avec des ballons, là, tu prends le 2D, tu souffles, tu fais ça de même, puis ça fait comme 2 bangs. Exact. Donc ça fait comme l'infini, parce que dans ton alphabet chinois, en passant, tu as de 31 jusqu'à 63, puis tu as 32 jusqu'à 63, puis tu as 0 jusqu'à 1, puis le 31 ne touche pas au 32, sauf si tu le prends, tu le twists de même, que là, ça va faire comme le 8 de l'infini, mais en 3D. C'est la position d'où tu le regardes. C'est quoi? C'est comme la position d'où tu le regardes. D'où tu Oui, c'est ça. On point de vue. Alors, un peu ramené au plus biologique, le cerveau, c'est un hologramme du corps matière et du champ péricorporel antimatière. Alors, on dit qu'il y a un système cerveau reptilien, un cerveau émotionnel, système limbique, et un cerveau néocortex ou intellectuel. Alors, il y a équivalence qu'on a trouvé, équivalence vibratoire entre le cerveau reptilien et le moi superficiel en conscience, c'est-à-dire avec l'endoderme et l'espace local. Hein, ça, c'est le cerveau reptilien. Équivalence vibratoire entre le cerveau limbique et l'ego. Quel plan correspond au plan matière? Notre ego, c'est la matière. Et lui, le néocortex, hein, correspond équivalent vibratoire avec le champ péricorporel antimatière. Donc ça, c'est au point de vue pratique, quoi, pour les gens qui viennent. Bon, je ne travaille plus comme médecin, mais en gestion du stress, on voit tous les problèmes que la mécanique ne peut pas résoudre, parce que le problème est informatique. Enfin, c'est bon, avec également ce système de vibration, ça permet de voir s'il y a des interférences entre le système limbique et le système émotionnel. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? C'est super On prend un break intéressant. dans, je sais pas, il est 3h moins 10, puis on prend un break dans 10 minutes. Il fait chaud. Alors, on peut ouvrir la fenêtre derrière vous. Celle-là, oui. Oui, dans l'autre sens. Encore. Et on pousse. Ah, mais tu sais, moi je tirais. Comment ça tire, ça? Attends, Ah, OK. puis- Ouais. OK, il y a un morceau de bois qu'on peut intégrer. Vas-y, vas-y. Merci. Alors, c'est également d'autres illustrations, pas du cerveau, qui est un hologramme du corps, même parce que si vous pouvez retenir que hologramme et catalyseur sont les équivalents. Hologramme au point de vue spatial et catalyseur au point de vue temporel. C'est bien beau de décrire, mais ce qui compte, c'est la dynamique. Hein, c'est pas... Alors, le néocortex, il récapitule tout le cerveau. Le néocortex, c'est c'est ça ce principe hologrammique. On le trouve à tous les niveaux. Alors, le néocortex, c'est une couche, c'est la couche la plus externe, mais qui comprend également 6 couches. Avec la couche numéro 1. La numéro 1 et la numéro 6, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas de nomination. La couche numéro 6, en neurologie, c'est la couche numéro 6.
Mais ça veut dire quoi, couche numéro? Parce que là, c'est marqué couche numéro 5, mettons, c'est le même. Oui. OK. Mais la couche numéro 1 et 6, ils n'ont pas rien de correspondance. À la couche numéro 1, si, alors c'est là qu'on va à l'anode et la cathode où ça Alors, le correspond. nord-sud. Hein? Un peu le nord-sud. Un peu comme le nord-sud, un peu. Le nord et le Oui, sud. oui, oui. Oui, oui, c'est l'axe, Polarité. la couche, c'est la couche la plus externe. En haut, c'est la cathode ou c'est l'anode? La cathode, puis en bas l'anode. Comme l'hypophyse, c'est l'anode et l'épiphyse, la cathode. Sauf qu'au point de vue neurologie, au point de vue, les Chinois l'ont bien vu, la tête s'est inversée. Donc ce que tu appelles la couronne, c'est l'hypophyse, c'est l'anode de la tête, puis la cathode de la tête, elle est en bas, hein, elle est inversée, ce qui correspond au troisième œil. Alors, donc C'est ça l'épiphyse ou c'est l'hypophyse? Hein? C'est l'épiphyse ou l'hypophyse, la cathode? Normalement, l'épiphyse et la cathode, mais au point de vue topographie, hein, ce qui compte, c'est la fonction. Alors qu'au point de vue topographie, on dit, ah ben plus haut, c'est plus haut, ça doit être la cathode, l'émetteur. Non, donc, alors que là, c'est l'inverse. Donc, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, cerveau reptilien, etc., bon, ben, on retrouve tronc cérébral correspond à l'endoderme, le cortex humain correspond. Cortical, cortex, c'est le nom latin pour écorce. Hein? Cortex, c'est l'écorce de l'arbre. Cervelet, thalamus. Et alors cette couche-là, donc ça veut dire qu'on retrouve toujours cette même structure, la structure d'Abellio, avec une sphère, un plan équatorial, un axe vertical, et puis un centre. Là également, ça je l'ai mis pour le cœur, donc ça m'a permis de comprendre des choses qu'on ne pouvait pas comprendre en médecine parce que je n'avais pas cette notion. Donc le ventricule, alors ce qui est facile à comprendre, ventricule gauche, ventricule droit. Ventricule gauche, il pompe, hein, c'est lui qui a l'adrénaline, c'est le gros. Et le ventricule droit, lui, ben, il le pousse, mais dans les poumons. Et alors, eux, les ventricules, hein, c'est l'énergie cinétique. Les oreillettes, elles sont également émettrices, mais elles sont plus réceptrices. Ça correspond au parasympathique, à l'espace, à l'énergie potentielle. Alors ça, c'est les artères qu'on emploie. Donc, on retrouve toujours cette même structure à tous les niveaux. À toi, Michel. Moi, je propose qu'on prenne un petit break, il est 3h moins 5. Il y en a qui Oui, l'ont